YouTube. Salut YouTube, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouveau chapitre sur ma chaîne qui s'intitule Entre nous. Dans ces chapitres de vidéos, j'aurai à cœur d'aborder avec vous des sujets de société, des sujets parfois tabous ou en tout cas des sujets qui peuvent me tenir à cœur et qui peuvent vous intéresser. L'idée de ces chapitres Entre nous, c'est de pouvoir vous donner la parole sur ces sujets et que l'on puisse ensemble en échanger. Vous le savez, je le répète dans plusieurs de mes vidéos, mais l'objectif de ma chaîne, c'est d'abord le partage. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un métier où je travaille dans l'humain, où je travaille avec des gens qui sont parfois en difficulté. Donc ma compétence première, c'est l'écoute et le fait d'élaborer ma pensée, de trouver des solutions ou encore de comprendre le monde au travers d'histoires, de parcours, points de vue, de croyances des personnes que je rencontre. Cette richesse de vision du monde me fascine. Je reprends une petite gorgée de ce chocolat chaud. Donc vous l'aurez compris, dans ces chapitres Entre nous, on va aborder des sujets de société, des sujets sans langue de bois. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner juste ici sur le bouton en dessous pour ne pas manquer les sorties des prochaines vidéos. Je sais que la majeure partie des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc s'il vous plaît, prenez le temps de le faire, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour ce premier épisode d'Entre nous, on va aborder la question du harcèlement de rue. L'idée, c'est de vous installer confortablement pour regarder cette vidéo. Donc, je vous ai demandé sur Instagram de me partager votre expérience mais également votre point de vue. Donc tout simplement aujourd'hui on va écouter des témoignages de personnes qui m'ont fait des retours. Donc d'ailleurs je remercie énormément toutes les personnes qui ont pris le temps de partager des expériences parfois super négatives et probablement douloureuses. Donc j'ai tout sur mon ordinateur là puisque je filme avec mon téléphone. On va donc introduire cette vidéo avec l'écoute d'un vocal. Pour remettre dans le contexte, cette personne a travaillé dans une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle travaille sur la question du genre. On est sur une personne plutôt renseignée en tout cas. Donc je vous propose d'écouter son témoignage. Pour moi, le harcèlement de rue est l'une des violences à l'égard des femmes, encore très problématique puisque très présente dans notre société. Il y a un pourcentage qui est très connu. 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public. Et encore, comme tout chiffre, comme toute donnée sexuée, il se veut d'être minimisé puisque nous n'avons pas toutes la même définition du harcèlement de rue. Il y a la violence verbale, comme les insultes, les commentaires dégradants, mais aussi la violence physique, les agressions sexuelles, le fait de se faire suivre, les contacts inappropriés. Mais en plus, il y a le non-verbal, comme les sifflements, les regards insistants, etc. Donc c'est encore, je pense, très difficile pour nous toutes, puisqu'on est, je pense, majoritairement des femmes à être victimes, à mettre une définition concrète derrière le harcèlement de rue. Et pour moi, le harcèlement de rue, ça va avoir des impacts considérables sur la santé psychologique et mentale des femmes. On va ressentir, après cette fête harcelée, de la peur, une perte de confiance en soi, un sentiment d'insécurité. Et finalement, ça va entraver un peu notre mobilité, puisqu'on va pouvoir faire peut-être des détours, ou alors on va s'adapter aussi, comme ne pas sortir la nuit ou ne plus sortir à l'heure à laquelle on s'est fait agresser. Donc vraiment, ça entrave, ça impacte notre mobilité. Quand elle parle de faire des détours, en tout cas mettre en place, on va dire, des stratégies en fait d'évitement pour finalement ne pas se mettre en danger, c'est quelque chose en fait qui est vraiment courant et presque qui fait partie d'un mode de fonctionnement hyper naturel, en tout cas chez la plupart des femmes interrogées et des femmes en général. Il y a les féministes qui disent que c'est hyper important justement de se réapproprier cet espace-là. On voit bien que c'est un espace public qui est majoritairement masculin, de l'école primaire aux espaces publics quotidiens. L'école primaire, c'était toujours des petits garçons qui jouaient au football sur le terrain et pratiquement jamais les filles. Là, on voit bien aujourd'hui que les PMU sont majoritairement par les hommes, en fait. Il y a pratiquement que des hommes dans des bars, au PMU, etc. Encore une fois, sur les fonctionnements vraiment ancrés en nous, et ce depuis la plus tendre enfance, sur nos manières d'être en communauté, hommes-femmes,
entre femmes, entre hommes. Et c'est vrai que cette photographie de la cour d'école, elle est vraiment significative. Pour titre d'exemple, moi je me souviens très bien à l'école primaire, un préau, une grande cour de récréation, et en fait les 3/4 de la cour de récréation étaient occupés par le tracé terrain de football où seulement les garçons jouaient, puisque les filles étaient jugées trop nulles pour y jouer, et puis les petites filles ne se permettaient pas d'aller jouer au foot puisque c'est un truc de garçon. Voilà tout ce qu'on peut aussi se dire l'un et l'autre pour se limiter. Et donc du coup les 3/4 de la cour de récré sont occupés par ce terrain de foot, les garçons qui prennent de l'espace parce qu'ils ont ce droit finalement de prendre cet espace là qui déborde forcément, et donc au final les petites filles se retrouvent à être dans le coin de la cour de récré ou sur un bout de préau, sur un bout de marelle. Ça je le perçois, je n'ai pas perçu en tant que tel évidemment au moment où j'y étais à l'âge de 8-10 ans, mais aujourd'hui avec le recul, quand j'ai cette information sur la répartition et la place de l'homme et de la femme dans l'espace public, et ben ça se joue dès la cour de récré. Je trouve aussi c'est hyper intéressant de rappeler l'importance de la place de témoin. Pour ma part, j'ai jamais été victime d'harcèlement de rue. Par contre, j'ai été témoin à 2 reprises de harcèlement de rue de la part de copines en fait. Malgré tout, je pense qu'il y a un effet un peu spectateur où parfois on a un peu du mal, même si on assiste à une scène d'agression, on a du mal à intervenir parce que déjà faut du courage et qu'on a souvent peur que ça retourne contre soi. Mais je pense malgré tout qu'il faut absolument se faire confiance à notre instinct, la fameuse méthode des 5D, distraire, déléguer, documenter, dialoguer, diriger, pour en fait éviter de rentrer en réaction frontale avec l'agresseur et pour éviter que la peur prenne place en fait. Ça pose un petit peu de manière plombante quand même le sujet, mais ça me paraissait important quand même en introduction. Le message avec les éléments d'information les plus importantes puisse passer dès le début de cette vidéo. Pour parler de mon expérience personnelle, je vous disais que j'ai fait mon mémoire justement sur le harcèlement de rue. En fait, c'était vraiment mon postulat de départ, parce que dans mon entourage, pour pas la citer, ma sœur vivait ce genre de truc de manière très fréquente, et c'était pour moi insupportable de me dire que mais comment on peut vivre en subissant ça au quotidien, comment on peut arriver à sortir en ne sachant pas ce qui va nous arriver et en ayant ce sentiment d'insécurité, c'est pas normal. Donc j'avais besoin de comprendre en fait. C'est réel en fait, quand on comprend qu'est-ce qui se joue, quand on comprend aussi pourquoi les personnes, pour un peu généraliser, mais en tout cas pourquoi les hommes peuvent agir de telle ou telle manière avec les femmes. En fait, quand on comprend d'où ça vient, quand on comprend qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, je vous assure bien plus outillée pour répondre en fait. Et puis moi je me suis sentie différente en tout cas dans l'espace public après avoir fait cette recherche de mémoire. Moi je voulais aussi connaître la réalité des hommes en fait et leur sentiment de sécurité ou non dans l'espace public, probablement pour des origines autres que ce que les femmes peuvent vivre, mais quand même. Donc je vais vous lire le premier retour que j'ai eu, donc il s'agit d'un homme. Ce que je peux te dire, c'est un peu égoïste, mais quand je vois notre société, je suis bien content d'être un homme. Malgré tous les mouvements, ça ne change pas. Aussi, quel que soit le milieu, la religion, la communauté, les femmes sont beaucoup emmerdées. Ça montre aussi que les hommes sont conscients, en tout cas que cet homme-là est conscient en fait de la réalité, de cette réalité. Le but c'est pas de faire de cette réalité une généralité, mais en tout cas c'est important de savoir qu'elle existe tout simplement. Par rapport au témoignage suivant, c'est ce que je vous disais quand je ne voulais pas catégoriser finalement homme-femme, en tout cas sur la manière dont on pouvait se sentir dans l'espace public, dans la rue, en tout cas par rapport aux autres. Je vous lis le témoignage suivant. En tant que personne homosexuelle, je me suis jamais réellement sentie en sécurité dans la rue. Que ce soit en journée ou en soirée, les regards des mecs qui te regardent de travers, qui t'insultent ou qui vont beaucoup plus loin. Il m'est déjà arrivé de simplement marcher pour me rendre à une soirée. Je marchais avec mes écouteurs, j'étais habillée normalement et un vieux m'a craché dessus. J'avais rien pour m'essuyer, j'avais 2 km à marcher avec son crachat sur le bras avant d'arriver chez ma pote et de pouvoir me laver. Il m'est également arrivé de me faire courser par un groupe de mecs à quelques mètres de chez moi. Dieu merci, j'ai eu le temps d'arriver chez moi et de rentrer dans le sas de mon immeuble. Ils ont tapé sur les vitres à fond, mais j'étais safe. Je sais pas ce que vous pouvez ressentir en écoutant ce que je vous lis. On peut faire le postulat que ce qu'il a vécu là, c'est du fait de son orientation sexuelle. Du coup, je trouve ça d'une gravité extrême de se retrouver dans cette situation parce qu'on existe et qu'on s'assume. Ce qui ressort quand même de ces témoignages, c'est que ces personnes, quand on les a questionnées sur finalement est-ce que vous avez un récit à partager sur ce sujet, ça vient assez naturellement, comme si finalement on continue d'avancer, mais néanmoins cet événement,
ces deux événements en l'occurrence. Les événements qui ont été relatés, bien sûr, les personnes ont été marquées par ça. Et je pense qu'on continue de sortir puisque on est obligé, ces personnes sont résilientes, donc on continue de sortir quand bien même on peut s'exposer et on a été exposé à ce genre de violence. Et pour autant, je pense que notre regard du monde, notre manière de nous comporter est forcément impactée après avoir vécu de telles choses. Une petite gorgée de chocolat chaud pour un peu plus de douceur parce que c'est quand même assez lourd comme sujet. C'est un plus long récit que je vais vous lire en effet qui relate une expérience plutôt négative dans une salle de sport. Alors quand j'étais à la salle de sport, j'étais sur ma machine en train de faire mon exercice. Et pendant mon temps de repos, mon regard croise celui d'un mec. Jusque là, rien de fou. Mais ce mec me fait un signe de venir. Déjà bizarre, en sachant qu'il voyait bien que j'étais en train de m'entraîner. Quand j'ai eu fini mon exercice, j'ai changé de machine. Et le mec attendait toujours que je vienne le voir. Chose que je n'ai pas fait du coup. J'ai changé de machine pour faire mon second exercice. Et là, comme de par hasard, le mec se met sur une machine juste devant la mienne. Il fait 2-3 reps de la machine et vient dans ma direction. J'étais clairement en train de faire mon exercice avec mes écouteurs et le mec est venu me parler. Donc déjà, j'ai dû arrêter mon exercice pour voir ce qu'il me voulait. Il a commencé à me taper la causette en me demandant mon âge, si j'étais en couple, etc. Il m'a demandé mon snap. Je lui ai dit qu'il avait l'âge d'être mon père, que je voulais pas lui donner, sauf que le mec ne bougeait pas tant que je lui avais pas donné. J'ai fini par lui donner en marquant mon identifiant sur son tel, ce qui me laissait l'opportunité de ne pas l'accepter par la suite. Après que je lui ai donné, il est retourné sur sa machine en face de la mienne. 2 minutes après, le mec est revenu pour me dire « Tu m'as accepté ?» Donc j'ai trouvé une excuse pour qu'il me lâche. Je l'ai clairement jamais accepté. Et j'ai tout fait pour toujours l'esquiver quand je le revoyais à la salle de sport. C'est pas fini. Ensuite, un jour, je sortais d'un magasin et j'entends une voiture klaxonner au loin. Et là, je revois le même mec qui me fait signe de venir le voir. Donc le mec m'avait clairement reconnu et s'est arrêté. J'ai donc tracé mon chemin et pris ma voiture en continuant de l'ignorer. Il y en a qui sont motivés. Le mec aborde une fille à la salle de sport, passion commune, elle a ses écouteurs. Beaucoup de personnes ont leurs écouteurs à la salle de sport, mais souvent le but premier d'aller à la salle de sport, c'est de s'entraîner, parfois de rester dans sa bulle et de faire ses exercices de performance ou en tout cas même pour se libérer un peu l'esprit. Je dis pas, ça peut aussi être un lieu de rencontre, l'occasion de partager une passion avec quelqu'un, etc. Donc le fait de se faire aborder à la salle de sport, ou en tout cas le fait que quelqu'un vienne établir un contact avec nous à la salle de sport, pourquoi pas. Là, clairement, dans le récit de cette personne, on voit qu'il y a des indicateurs, l'âge, l'insistance, le fait que le mec, c'est pas lui qui vient la voir, il lui demande de venir à lui. Donc on a quand même tout un petit panel, voilà, un petit échantillon là de traits de caractère du gars qui sont déjà des gros red flags. J'agite mes drapeaux là, mes drapeaux de red flag. Et en plus de ça, le mec est con. La fille, elle décrit clairement que, voilà, elle lui dit, mais en fait, t'as l'âge d'être mon père. Elle lui dit non. En fait, ça devrait s'arrêter là. En fait, quand c'est non, c'est non. Clairement, le mec force, hein, il insiste. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? La fille, elle cède et elle élabore des stratégies d'évitement pour ne pas leur croiser, pour ne pas l'accepter. Même le fait d'aller à la salle de sport n'est même plus un moment de détente ou de loisir, ça devient également un lieu où on doit activer ses stratégies pour essayer d'être à peu près tranquille. Yes! Justement, pour nuancer un petit peu, on va écouter le témoignage d'un mec. Sur le fait d'aborder dans la rue, que ce soit un mec envers une fille ou une fille envers un mec, je pars du principe que si tu abordes poliment, gentiment et que tu respectes, si la personne en face n'est pas intéressée ou te dit un non, voilà, tant pis, tu auras abordé, mais tu vas pas plus loin, quoi. En étant un mec, c'est pas dérangeant. Après, oui, c'est sûr qu'une fille, même si c'est gentiment demandé et qu'on t'aborde gentiment toute la journée à répétition, c'est sûr que ça peut être long. Après, je suis pas une fille, donc je peux pas trop te donner mon ressenti là-dessus. Moi, concernant le harcèlement dans la rue, je pense que beaucoup de filles doivent le vivre, que ça soit des gens qui forcent, des mecs qui forcent, qui demandent des numéros de téléphone, qui regardent avec insistance, qui peuvent suivre. Je trouve ça dommage qu'on en arrive là. Parce que je pense qu'il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Et maintenant, une fille, que ça soit le jour ou la nuit, ne peut pas sortir comme elle veut, s'habiller comme elle veut, sans qu'il y ait un gros lourdeau ou un mec la regarde de travers ou l'aborde en permanence pour avoir un numéro de téléphone, quoi.
Je vais arrêter là parce qu'il part sur autre chose après et on l'écoutera ensuite. Clairement, il souligne un aspect hyper important à prendre en compte aussi dans le fait d'aborder quelqu'un dans la rue. On écoutera ce que les filles ont à dire sur ce sujet par la suite. Mais parfois, en fait, le problème, il n'est pas que les filles ne veulent pas de se faire aborder dans la rue. C'est que les filles veulent pas se faire aborder dans la rue de manière irrespectueuse, abusive et insistante. Et ce qui souligne et qui est vraiment central en fait, et c'est ce qui constitue la notion de harcèlement justement, c'est aussi ce truc de répétition. Et il le dit très bien, c'est le fait que ça arrive plusieurs fois et de manière récurrente qui devient finalement pesant. Après, en étant un mec, c'est vrai que le jour, je me sens pas forcément en insécurité, à part dans des endroits qui craignent. Mais ça, en règle générale, c'est pour tout le monde. Mais après, c'est sûr que pour la nuit, c'est un peu différent. C'est sûr qu'une fille sera beaucoup plus en insécurité la nuit qu'un mec. Mais enfin, moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé la nuit de pas me sentir à l'aise ou de sentir quelqu'un qui me suivait pour je ne sais quelle raison et je n'ai pas envie de savoir. Mais voilà, c'est vrai que la nuit, il y a certains endroits en plein centre-ville à côté de l'appart où concrètement, tu te sens pas forcément en sécurité, quoi. Ça peut être un mec qui est assis sur un banc, un mec qui te suit, quelqu'un qui va t'aborder pour une clope, quelqu'un qui va t'aborder pour quelque chose, et si tu réponds pas ou que tu vas pas dans son sens, il peut être méchant ou autre chose, quoi. Je rappelle, un homme, pour être viril, n'a pas besoin d'être fort, d'être invincible et de n'avoir peur de rien. Au contraire, un homme sera d'autant plus viril qu'il avoue ses peurs, sa fragilité, qu'il puisse pleurer, avoir des émotions, en fait, qu'il soit simplement humain. Voilà. Ce qui est important à relever dans ce témoignage-là, c'est que oui, la nuit est vecteur de fait un peu d'un sentiment différent. La nuit, on voit moins bien, les bruits sont décuplés. Notre société fait que le soir, tout est fermé, les magasins sont fermés. Ta place, le soir, elle est chez toi, grosso modo. Pas forcément à traîner dans la rue, etc. Donc forcément, la nuit amène de toute façon plus de méfiance de manière générale. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que du coup, ce sentiment, il peut être partagé tant par les hommes que par les femmes. Mais comme ce sentiment, il est déjà parfois ressenti par les femmes la journée, imaginez à quel point cela peut être décuplé la nuit. Sachant que là, on parle d'un sentiment d'insécurité. Ça veut pas dire qu'on est réellement en insécurité, ça veut pas dire qu'on est en danger, ça veut simplement dire qu'on est influencé par ce qu'on a déjà vécu, comme on est en train de le découvrir là dans cette vidéo. On est influencé par ce qu'on entend aussi, c'est-à-dire que même si nous on n'a pas vécu ce que là certaines jeunes filles nous relatent, en fait on a conscience que ça existe pour d'autres, pour notre amie, pour notre sœur, et puis également par rapport à ce qu'on voit à la télévision, avec la montée quand même de la violence dans notre société, et puis de la méfiance des uns des autres. Enfin voilà, on n'est pas dans un mouvement hyper friendly, on vit quand même avec ça. Déjà la journée, notre jauge est déjà influencée par ça, et la nuit, c'est décuplé parce que on a encore moins de contrôle sur les événements. Et justement ça m'en vient du coup au témoignage suivant qui est également un vocal. On écoute. Hello, du coup pour peut-être te parler un petit peu de mon expérience, c'est vrai que moi je me sens assez chanceuse par rapport à beaucoup de copines qui ont beaucoup plus d'histoires de harcèlement de rue que moi à raconter. Pour avoir déménagé sur Paris à 17 ans pour mes études, je dirais que j'ai eu tendance à très vite apprendre à me faire très petite et très discrète, à éviter un max d'être seule à la nuit tombée. Donc disons que moi, la manière dont j'essaie de me protéger un max, c'est d'éviter au max les situations dangereuses. Donc, je vais pas prendre le métro ou les transports tard le soir. Je vais avoir tendance à prendre un Uber ou alors parfois même pas sortir si je sais que j'ai personne avec qui rentrer de manière sereine. Je vais éviter un max, on va dire, les situations où je risque de me mettre en danger. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas eu énormément d'histoires. Il y en a eu une récemment dans le métro en pleine journée où un mec s'est assis à côté de moi et m'a pas lâché la veste tant que je lui donnais pas mon numéro de téléphone. Il a fallu que je lui dise non, je dirais une vingtaine de fois. Et encore, c'est parce qu'on était à son arrêt qu'il m'a laissé tranquille. Mais voilà, disons que j'ai une relation à ce sujet-là où je suis quelqu'un de nature assez craintive. Donc je vais éviter au max de me mettre dans des situations compliquées et je suis très consciente que je suis méga chanceuse par rapport à ça. Donc voilà. Un témoignage super intéressant parce qu'il illustre complètement en fait ces fameuses stratégies qu'on élabore et qu'on met en place
presque de manière naturelle et en fait on pense que c'est naturel hein, d'agir comme ça. Alors on pense que c'est naturel, vous voyez la personne là elle décide donc elle sait très bien qu'elle met cette stratégie là en place pour maximiser son sentiment de sécurité pour le coup. Mais clairement il faut se dire que la majeure partie des femmes ne vont pas forcément vivre le harcèlement de rue, c'est-à-dire régulièrement être abordées ou vivre des situations comme ça super envahissantes. Mais en fait le fait de savoir que ça existe, le fait de savoir comme je vous disais de manière très proche souvent hein, dans son cercle, faut pas aller bien loin pour connaître une ou deux personnes à qui c'est arrivé. Le pourcentage tout à l'heure qui a été cité en début de vidéo, c'était quand même 80% hein, des femmes. Peut-être qu'il y a une partie des femmes qui ne le vivent pas directement, mais qui le vivent indirectement. Et en fait, elles vont mettre en place les mêmes stratégies que les personnes qui le vivent réellement et qui le subissent, hein, clairement. Élaborer mentalement, mobiliser une énergie sur comment je dois m'habiller. Est-ce que je mets des baskets ou est-ce que je mets des talons pour sortir parce que si j'ai besoin de courir en talons, bah, je vais pas être à l'aise. Comment je rentre? Est-ce que je peux me faire accompagner? Est-ce que j'y vais en voiture? Est-ce que je commande un Uber? À quelle heure je rentre? Avec qui je sors? Est-ce que j'ai des personnes de confiance? Enfin, c'est tout un tas de questions et d'énergie mobilisée pour tenter de contrebalancer et de tenter de se sentir en sécurité et de limiter le danger, un danger qui est réel. Enfin ça c'est pas une invention des femmes ou une victimisation des femmes, le danger il est réel, voilà ce sont des choses qui existent. On va continuer sur un témoignage qui est un témoignage écrit qui va aussi un petit peu en ce sens là. Alors la journée j'ai jamais ressenti de l'insécurité, par contre c'est vrai que quand je rentre du centre-ville de nuit de chez mon copain ou en rentrant de soirée par exemple, je regarde derrière moi 5 fois au moins. C'est-à-dire qu'en fait les femmes, on augmente notre niveau de vigilance. Souvent on met ses écouteurs sans musique, pouvoir rester attentive au bruit qui nous entoure. On peut être un peu sur nos gardes, à surveiller les alentours. Enfin, ça c'est réel et clairement sont des stratégies que je mets clairement en place aussi régulièrement quand je sors quoi. J'attendais mon copain à l'arrêt de tram. Un vieil homme attendait également à côté de moi. Au bout de quelques minutes d'attente, il m'adresse la parole pour me parler de la pluie et du beau temps. On discute ensemble et le tram arrive. Je tourne la tête quelques instants pour voir si mon copain était dans ce tram. Le vieil homme m'a alors attrapé la poitrine. Il m'a regardé avec un air lubrique avant de partir en ricanant. J'étais complètement pétrifiée. Mon copain n'était pas dans ce tram. J'ai pris mes jambes à mon cou pour me réfugier chez ses parents qui habitaient non loin de là. Complètement sous le choc, je n'ai jamais rien dit à mes parents. Je n'ai jamais porté plainte. Il faut préciser, j'étais en combi-short. C'était l'été, j'avais 14 ans et personne n'est intervenu ou n'a remarqué. Parce que ce témoignage pour moi, il a encore une autre dimension que tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent. On parle de harcèlement, de rue, de sentiment de sécurité ou d'insécurité, sur la manière dont on cohabite ensemble, les hommes et les femmes. Là, dans ce témoignage, on est clairement sur une agression sexuelle. On est sur une agression sexuelle d'un majeur sur une personne mineure. Ce qu'on voit, c'est que personne n'agit sur le moment pour arrêter le monsieur si c'était possible, ou même après coup, pour venir voir cette jeune fille et simplement prendre soin d'elle après cette agression qu'elle a vécue. On note aussi qu'elle en a parlé à personne, à son entourage, elle cite ses parents, comme si finalement c'est elle qui était en tort dans cette histoire, comme si c'était de sa faute qu'on lui ait touché la poitrine, parce que probablement elle était en combi-short. Je profite de cette vidéo quand même pour rappeler que aucune attitude, circonstance, tenue vestimentaire ne justifie qu'on touche à notre corps, qui justifie une agression ou pire encore un viol. Il n'y a rien qui justifie ça. Donc voilà, ça me paraissait important de partager ce récit et on ressent que c'est très détaillé et forcément ça fait partie de nous malgré les années qui passent. Ça veut pas dire que ça nous envahit tous les jours, ça veut pas dire qu'on se résume à ça. Mais néanmoins, il faut bien se dire qu'un événement comme ça, et comme tous les autres qu'on découvre dans cette vidéo, ça a un impact sur notre manière de voir les hommes, malheureusement, de percevoir le monde de manière générale, et sur la place qu'on peut occuper dans ce monde, dont pourtant les femmes constituent la moitié. Je vais vous partager ce récit suivant qui me touche en fait. Et qui me redonne un peu foi aussi en l'humanité. J'étais à République à 23h car je rentrais du restaurant et j'attendais le tram. 2 mecs sont venus vers moi et ma pote. Ils étaient complètement bourrés et ils voulaient nos snaps. Je leur ai dit non et ils ont persisté. Ils ont commencé à nous dire comme quoi on leur donnait pas parce qu'ils étaient arabes. Rien à voir. D'ailleurs je leur ai dit qu'il n'y avait aucun rapport. Juste que je ne voulais pas leur donner mon snap. Ensuite, un mec est arrivé derrière nous et a mis son bras autour de ma nuque et a fait semblant qu'on se connaissait pour que les mecs nous laissent tranquilles. Ils ont continué à chercher la merde en menaçant le mec et après plusieurs minutes, ils ont fini par lâcher l'affaire.
En fait, ce qui me redonne un petit peu foi en l'humanité, c'est ce mec qui vient un peu faire tiers et qui vient les aider, en tout cas à ce moment-là. Parce que mine de rien, 2 filles seules à 23h à un arrêt de tram, bah c'est vulnérable. J'ai beau être hyper girl boss, girl power et hyper indépendante, dans cette situation on est hyper vulnérable parce qu'on est perçu comme ça. Et le fait qu'il y ait la présence d'un mec, souvent ça nous rassure parce que dans notre imaginaire un peu chevaleresque, bah il sera là pour nous protéger. Mais également en fait ce côté chevaleresque, il est dans les imaginaires de beaucoup de personnes et également des autres gars. Donc merci à ce jeune homme d'être venu en aide à ces jeunes filles à ce moment-là. Je voudrais venir compléter les propos précédents par du coup un témoignage qui va un peu dans le même sens. J'avais 17 ans, j'étais en train de marcher en ville quand je me suis retrouvée encerclée, je ne sais pas comment, par un groupe de 5 mecs qui avaient au minimum 10 ans de plus que moi. Ils ont commencé à me faire des compliments sur mes chaussures, tout en plaçant quelques petites remarques par rapport à moi, camouflées entre les compliments sur mes chaussures. Bien sûr, le tout en se rapprochant petit à petit de moi. J'ai vraiment paniqué pour le coup. Je savais vraiment pas comment réagir étant donné que j'étais encerclée et coincée entre 5 mecs qui faisaient 2 fois ma taille. Au final, il y en a même un qui a fini par être vraiment très proche de moi. Donc j'ai couru, en les poussant. Voilà. J'ai sauté dans le premier tram que j'ai vu pour repartir. Conclusion, tout va bien. Mais j'ai vraiment pas su réagir. Le premier truc qui me vient c'est conclusion, tout va bien. Non, tout ne va pas bien là. Et finalement se dire j'ai pas su réagir. Mais comment veux-tu savoir réagir dans cette situation? T'as 17 ans, t'as ton tram, et là d'un coup t'as des mecs qui font deux fois ta taille. Physiquement t'as aucune chance de contrebalancer avec ça. Qui sont en groupe, qui t'encerclent. Comment veux-tu savoir réagir? Au final sa réaction elle est presque bien. La fuite, parce que je vais dire un truc. L'être humain c'est un animal hein, d'une certaine manière. La preuve en est. Et on dit souvent qu'on a 2 options dans la vie, l'attaque ou la fuite. Un peu naturellement, normalement, l'être humain, un peu comme la plupart des animaux, s'ils peuvent choisir la fuite, on choisit la fuite plutôt que l'attaque. Si face à une situation on a plutôt la possibilité de fuir, c'est souvent l'option qui est privilégiée. Mais quand la situation ou la personne en face bloque les possibilités de fuite, il reste que l'attaque. Sauf que là, dans cette situation, elle est encerclée. Sa solution de fuite, elle est un peu compromise. Sauf que l'attaque, on rappelle, elle a 17 ans, elle est seule face à 5 mecs qu'elle décrit avoir 10 ans de plus qu'elle. L'attaque est même pas envisageable. Donc évidemment que tu ne sais pas comment réagir. Donc elle a pris l'option de la fuite, un peu en bousculant parce que pas le choix. Et en fait, je trouve ça révoltant que ces 5 mecs viennent agir d'une telle manière face à une seule jeune fille. Je trouve ça d'une lâcheté, mais d'une lâcheté. Enfin bref. Et je sais plus dans quel vocal on a entendu ça, mais c'est une réalité, hein. Mais l'effet de groupe, c'est le pire. De manière individuelle, ces personnes réagiraient probablement différemment si elles étaient toutes seules. C'est presque pire. C'est-à-dire que là, c'est de l'intimidation, mais c'est voulu. C'est hyper malveillant. Et on va écouter, je vais découvrir en même temps que vous, ce témoignage vocal. Mais du coup, oui, ça m'arrive littéralement quasi à chaque fois que je sors. Ça m'arrive beaucoup plus à Lyon qu'à Dijon, donc dans une grande ville. C'était pas exclu, enfin genre j'étais quand même très souvent accostée. Généralement c'est par le même type d'homme, un peu genre l'accostéenne. Généralement ils accostent aussi en groupe, genre enfin il y a l'effet de groupe, parce que quand ils sont tout seuls, ils m'accostent pas. Aussi ça n'a rien à voir avec mes tenues, mais j'ai quand même remarqué que quand je m'apprête à aller en soirée, que j'ai une robe ou un truc comme ça, il y a toujours des regards, toujours des je sais pas, des commentaires. Genre par exemple la dernière fois je rentrais chez moi, le mec il m'a regardé, il a fait femme à marier ou je sais pas quoi. Et généralement c'est pas du tout plaisant, enfin moi ça me fait pas plaisir quoi, enfin normal. Genre qu'on m'objectivise. Généralement c'est pas des commentaires en mode waouh j'aime beaucoup ta tenue, des trucs comme ça, même si ça m'est arrivé quelques fois. C'est plus des trucs où en mode on me sexualise ou genre des bails comme ça. J'ai l'impression que depuis que j'ai un peu plus confiance, du sens où je sais que... Enfin, je sais pas, mais j'imagine que bon, dans tous les cas, chaque fois ils font une remarque, mais ils font rien de très méchant, entre guillemets, enfin, je veux dire de violent ou quoi, physiquement. Et genre, j'ai plus peur, tu vois. Et vu que je garde un peu la tête haute, tu vois, je fais la meuf confiante, et je me fais moins embêter que quand, genre, par exemple, je baissais la tête, tu vois. Aussi, ça m'arrive de jour comme de nuit, hein. Franchement, plus de nuit évidemment. Il y a une anecdote à Guillotière, à Lyon. Donc on était à 3 et en fait on sort du métro et on se fait direct accoster. Sauf qu'en fait c'était dans la foule, il y avait beaucoup de monde et en gros
on marche et très vite il y a des mains baladeuses de partout en fait, genre on nous touche un peu, genre moi on me prend par le bras, on me touche les cheveux, enfin on me tient par les cheveux en fait. Et ça m'a un peu choquée parce que généralement ouais il y a beaucoup de verbal mais pas souvent de physique, enfin genre on me touche pas quoi. Quand je sors avec par exemple mon autre groupe de potes avec des mecs et tout, genre il y a rien du tout. Mais vraiment quand on est que des meufs, bah voilà quoi. Voilà, elle vient un petit peu rejoindre ce que je disais précédemment sur le fait que la présence d'un homme, un groupe de filles en extérieur, ça vient quand même faire un peu barrière à ce type d'approche parce que dans l'imaginaire, ce côté un peu chevaleresque, ce côté un peu l'homme protecteur en fait, voilà, on en pense ce qu'on veut, hein, mais mine de rien, quand bien même on veuille faire évoluer les mentalités, je suis la première à vouloir faire évoluer les mentalités. Pour faire évoluer les mentalités, il faut aussi quand même être conscient de ce qui est un peu ancré en chacun d'entre nous, parce que dans le monde dans lequel on est baigné, au travers des films, au travers des dessins animés, au travers du discours de nos parents, de l'école, enfin partout en fait, hein, voilà, il faut quand même être conscient. Mais mine de rien, dans les imaginaires collectifs, il y a des choses qui restent. Hein. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle banalise le fait de se faire accoster de manière régulière, hein, parce que ça a l'air de lui arriver régulièrement, et parce que ça lui arrive régulièrement, je sais pas si vous le percevez aussi, c'est hyper banalisé. Elle sait que c'est pas normal, elle voit que c'est pas normal, elle sait que ça la dérange, mais aujourd'hui elle est obligée de faire avec parce que ça fait partie de son quotidien, et ce qui fait que du coup elle a augmenté son niveau de tolérance à ça. Si c'est ça, qu'il n'y a pas de contact physique, bon, ça passe, c'est pas si grave, et d'ailleurs du coup ça l'a aidé vu qu'elle a augmenté son niveau de tolérance à ça. C'est corrélé aussi avec son niveau de confiance, c'est ce qu'on disait, de s'informer, de se former sur ça et sur plein d'autres choses aussi, hein. Ça aide à prendre confiance en soi, et si on a plus confiance en soi, mine de rien, quand on marche, on est un peu plus redressé, on a la tête un peu plus haute, et puis le regard un peu plus droit, et mine de rien, on est moins repéré, parce que ces mecs-là, ils repèrent très bien les jeunes filles un peu plus vulnérables, un peu moins outillées, pour pouvoir leur répondre. Enfin voilà, clairement c'est des gros lâches, hein, bref. Et enfin, elle revenait également sur la question de la tenue, étant donné que le corps de la femme est aujourd'hui, encore une fois, hein, à travers les médias, quand je dis médias c'est très général, hein, c'est les films et tout ça, très sexualisé, et ce depuis des siècles. Et en fait on est juste victime de ça. On n'est pas victime d'être vulgaire, sexy, pas victime de mettre une robe, on est juste victime d'être sexualisé par ce monde et par notre société. Ça laisse penser à certains hommes que le corps des femmes leur appartient aussi, et d'autant plus s'il est en libre service dans l'espace public. Je vais venir un petit peu nuancer ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de partager, etc. sur une partie de la réalité de certaines femmes, par en fait le regard d'un homme sur ce sujet. Par rapport à ce que vivent les filles le jour et la nuit, je n'ose même pas imaginer ce qu'elles vivent, car moi, je n'ai jamais été emmerdée dans la rue à cause de ma tenue ou juste le fait d'être un homme. Je n'ai jamais eu de problème. Comparé à elles qui juste, en se baladant par exemple, tombent sur des psychopathes ou des forceurs en équipe qui pour juste un refus de parler pourraient les suivre. Après c'est sûr qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a beaucoup de personnes qui veulent juste faire connaissance ou qui sont intéressées et qui n'iront pas plus loin que juste vouloir discuter par exemple. Sauf qu'avec tout ce qui se passe, on peut plus se le permettre, car tu peux être pris pour un malade pour rien alors que t'en es pas un. Bref, autant ne rien faire et garder ses écouteurs. Du coup, j'ai jamais abordé dans la rue une fille pour draguer ou autre chose, car avec tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et le fait d'être lourd, ou le fait juste que la fille ne veut pas te parler, ou se faire embêter par un inconnu, moi ça me stoppe vraiment. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais abordé une fille, alors que j'ai confiance en moi et je me trouve pas repoussant. J'ai déjà eu des contacts visuels dans la rue avec des filles, ou dans des endroits, mais je n'ai jamais rien fait à cause de ces gens lourds et vraiment insistants envers elles. On m'a jamais abordé non plus, que ce soit pour me draguer ou autre chose dans la rue. Je dois faire peur ou j'en sais rien. Ou peut-être que les gens sont trop timides, je sais pas. Mais ça m'est jamais arrivé du tout. Alors que je pourrais bien le prendre, entre guillemets. C'est comme les deux précédents qu'on a eu des garçons. Les mecs sont vraiment conscients en fait de ce phénomène, de ce que les filles peuvent vivre dans la rue, et en fait le prennent clairement en considération. Des personnes qui ont conscience de ça et qui ne veulent pas générer de la peur ou générer de la méfiance envers les filles, juste elles passent pas à l'action et chacun vit sa vie dans l'espace public et se croise et point. Et je trouve ça du coup hyper rassurant en fait que leur partie, il faut bien dire quand même, de la gente masculine soit conscient de ce phénomène, pas seulement parce qu'ils en ont entendu parler, mais qu'ils se sentent un peu concernés parce que finalement c'est leur manière d'agir qui va générer tel ou tel sentiment chez l'inconnu féminin en face quoi. C'est un témoignage vocal d'une jeune fille et qui va faire allusion justement à ça, au fait de se faire aborder dans la rue. J'ai pas peur d'être dehors, que ce soit le soir ou le jour. Là par exemple je vais rentrer de la salle de sport
de Mulhouse à pied. J'en ai pour 40 minutes, mais vraiment ça me dérange pas. Je pense que les fois où on m'a abordée dans la rue, ça se compte vraiment genre sur les doigts de la main. Après les fois où on m'a abordée, bon les mecs sont un peu cons parce qu'ils comprennent pas quand tu les ignores. Il faut vraiment leur dire, si jamais une femme t'ignore, c'est qu'elle veut pas te parler. Et après, moi souvent ils me disent ah désolé et puis ils s'en vont, bref, voilà. Message important, le non égale non, et si une femme t'ignore, c'est non aussi en fait. C'est pas qu'elle t'a pas entendu ou voilà, non, c'est volontaire et ça veut dire non. Donc rien de très problématique. Après, si jamais je devais ajouter quelque chose, c'est que moi ça m'était jamais arrivé vraiment jusqu'à peut-être 3 ans, on va dire, quelque chose comme ça. Vraiment, ça m'arrivait pas. Les regards, oui, mais être abordée, jamais. Et vraiment, je fais le constat que ça a commencé à m'arriver quand les femmes ont vraiment libéré la parole sur le sujet. Et du coup, j'avais l'impression que plus les femmes témoignaient, plus elles racontaient ce qui leur arrivait dans la rue, etc. En fait, plus ça arrivait et plus les hommes concernés devenaient encore plus bêtes et renforçaient ça. Genre, c'est pas parce qu'on en a parlé que je me suis rendu compte que ça arrivait, c'est-à-dire que ça m'arrivait jamais. Et plus j'ai vu en parler sur les réseaux sociaux, sur internet, etc., c'est là que ça commence à m'arriver. Et encore une fois, ça m'est vraiment très peu arrivé. Sinon, j'aborde les gens dans la rue que si c'est des femmes qui ont des beaux outfits et que je vais leur sortir un petit compliment par-ci par-là. Un peu sororité. Ça ferait pas de mal un peu plus de sororité d'ailleurs. Ça fera, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, la question de la sororité et en fait de ce truc de rivalité entre femmes et en même temps genre girl power hyper important quoi. Sinon, je n'ose pas aborder les garçons dans la rue. D'un autre côté, c'est pas comme si à Mulhouse, ils étaient très attrayants, si je puis me permettre. Mais ce serait mentir que ça m'est jamais arrivé d'avoir un petit peu les chocottes. Mais c'est pas juste parce qu'il y a un homme dans la même ruelle que moi et qu'on est que les deux que j'ai peur. Par contre, il y a des mecs avec des apparences cheloues. Et dans ce cas-là, effectivement, je suis sur mes gardes. Je ne suis pas apeurée, mais je reste sur mes gardes. Ah, si je voudrais ajouter quand même quelque chose, c'est que ce que je trouve dommage, c'est que je suis toujours du girl power, mais le problème maintenant, c'est que je trouve que beaucoup d'hommes sont dans le même bateau par rapport aux femmes. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je trouve trop de discours en mode peu importe la situation, peu importe le contexte, aucun homme ne doit adresser la parole à une femme dans la rue en mode on veut pas être dérangé, laissez-nous tranquille, etc. Sur le principe, je suis d'accord, on n'a pas envie d'être embêté par des lourdingues, etc. Il y a quand même une petite certaine forme d'hypocrisie des femmes, c'est-à-dire que si le mec qu'on trouve le plus beau de notre vie vient nous aborder dans la rue, jamais on va lui dire laisse-moi tranquille. Donc je suis pas contre le fait d'aborder les gens dans la rue, je suis même pour à partir du moment où c'est fait avec gentillesse, bienveillance et politesse. Après, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes physiques de mecs lourdingues. En fait, on le voit quand les mecs arrivent que c'est un mec lourdingue. Il nous saoule parce que malheureusement, c'est le même type d'homme qui vient aborder les femmes. Sauf que du coup, ça empêche et ça bride beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres hommes à potentiellement oser aborder quelqu'un à cause de justement la représentation qu'ont les hommes qui abordent dans la rue. Et à l'ère où on est beaucoup trop sur nos téléphones, je trouve ça dommage parce que ça réduit d'autant plus les contacts humains et les relations humaines. Voulez-vous qu'on trace le portrait robot d'un mec lourdingue? Je trouvais ce témoignage important du coup pour deux choses. Une femme qui a eu peu de mauvaises expériences dans l'espace public, qui a plutôt confiance en elle de base, qui n'a pas été échaudée par de mauvaises expériences, va pouvoir continuer à garder cette confiance en elle et du coup à avoir un niveau de sécurité plutôt correct dans sa vie de tous les jours pour pouvoir déambuler dans l'espace. Et c'est un peu le cas de cette jeune fille au final.
puisqu'elle dit je peux marcher 40 minutes le soir, y a pas de souci, je peux être dans une ruelle avec un mec, ça va aller. Je vais pas forcément tout de suite avoir peur, quand bien même elle a conscience que être une fille le soir, c'est s'exposer quand même, en tout cas au moins à avoir peur, pas forcément à subir quelque chose, mais au moins à avoir peur. Là, ce qu'elle partage, cette jeune fille aussi par rapport au fait de faire aborder dans la rue, alors il y a la manière de faire, mais que globalement, initialement aussi, l'espace public c'est aussi là pour faire des rencontres. Aujourd'hui on n'y pense même pas, parce que bah voilà, on est tous sur nos applis de rencontres, sur notre tel, tout est via notre écran et de manière virtuelle sur les réseaux sociaux. Mais de base, pour rencontrer des gens, c'est en soirée, c'est dans des bars, c'est dans un restaurant, c'est dans un parc, enfin de base, les espaces publics c'est fait aussi pour se rencontrer. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de méfiance, il y a tellement de violence qui existent que les lieux publics ne sont plus du tout des lieux de rencontre. Les hommes n'osent plus aborder les filles supportent plus le regard qu'on peut poser sur elles et le fait de se faire interpeller dans la rue. Son témoignage n'est pas là pour venir discréditer ce que d'autres vivent, hein. Il y a une partie très personnelle qui est sur les expériences et la confiance en soi, qui sont un peu, j'ai envie de dire, les bases qui vont permettre d'être plus ou moins outillés pour pouvoir après faire face. Mais c'est important aussi de se dire que les femmes ne sont pas genre victimes d'être femmes, quoi. J'aimerais qu'on ne pense pas que les femmes se victimisent. On n'est pas victime d'être femme, genre être femme ça a plein de bons côtés, et bien sûr que toute cette réalité qui est une réelle souffrance, genre ça prend énormément de place et c'est des combats qu'il faut continuer de mener. Et moi je voulais également donner la parole aux hommes au cours de cette vidéo parce que c'est hyper important aussi que les hommes se sentent concernés et s'associent aux femmes pour mener ce combat, et pas le combat des femmes, juste le combat d'un mieux vivre ensemble. J'ai même pas envie de parler d'égalité homme-femme, quand bien même, voilà, on peut quand même le glisser, puisque quand on parle d'égalité homme-femme, c'est aussi l'égalité dans ce niveau de sécurité, c'est aussi l'égalité de mouvement, de mobilité, comme on le disait dans l'introduction. Donc bien sûr que ça en fait partie, mais en tout cas pour pas pas faire non plus polémique, je voudrais parler aussi juste d'un mieux vivre ensemble en fait, tout simplement en fait, je crois que c'est ça. Bon et bien voilà, c'était le dernier témoignage de cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour venir partager votre expérience, pour partager votre avis aussi sur ça, hein. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir au maximum la vision de cette vidéo. Il y a forcément des aspects du prisme que j'ai omis, hein. L'espace commentaire est là aussi pour venir interpeller sur d'autres facettes du prisme. C'est un sujet qui m'anime énormément et qui me tient énormément à cœur parce que je trouve ça presque triste, parce je pense qu'on est la majorité de la population en fait à invalider cette réalité, et pour autant elle continue d'exister. Et cette vidéo elle a vraiment vocation à ça. Je voulais pas de clivage, je voulais pas de prise de parti girl power, quand bien même hein, je sois totalement féministe. Féministe c'est pas justement ne regarder que d'un seul côté du prisme, et je pense qu'en effet hein, on va conclure un peu comme on a commencé, mais le fait de s'informer, d'en parler et de se former sur ce sujet mais aussi sur tant d'autres qui aujourd'hui fondent nos comportements aussi hein, de manière historique, parce qu'on est forcément biaisé par ça. Je pense quand même que d'en parler, et en fait d'en parler aussi avec la jante masculine, pour pas que ça reste une affaire de femmes. L'égalité homme-femme, c'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de société. Bref, sur ce, je vais clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo forcément un peu plus longue. J'espère que ce format qui varie aussi avec les autres types de contenus que vous pouvez trouver sur ma chaîne vous plaira. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao, bye!